Très savoir avec vous pour ce 33e épisode de la saison 4 de la Balado. Balado qui, cette semaine, retourne sur la route à B. Johan Betts. Ouais, endroit que vous ne connaissez probablement pas, qui est sur la Côte-Nord. Endroit où je n'avais pas prévu m'arrêter quand j'ai organisé ces épisodes-là que, on a entendu Fermont il y a quelques semaines. Il va en avoir d'autres. Prévu à la saison 5. Mais il y a un auditeur qui m'a écrit qui est installé à Johan Betts. Johan Betts, là, c'est un tout petit village de 85 habitants à peut-être une quarantaine de minutes, 40 km de Havre-Saint-Pierre et à peu près 70 km avant Natashquan, donc à la fin de la Côte-Nord, presque au début de la base Côte-Nord, qui remonte vers le Labrador, entre autres. Et Hugo Bergeron, qui s'appelle, donc auditeur, qui m'avait déjà écrit, qui est un artiste visuel, puis là, il me disait hey, « j'entends parler que tu viens à la Côte-Nord, il faut absolument que je te raconte ce qui nous est arrivé cet hiver, dis-je, donc la pandémie, hiver extrêmement violent, et bon, m'explique ça, puis là, je décide que je dois, tant qu'être sur la Côte-Nord, y aller. Cela dit, c'est quand même, c'est ça, c'est pas à la porte. Si ma mémoire est bonne, c'est à 5 heures de Bécomo. Mais on est allé parce que, je savais que ça allait être magnifique parce que je connaissais le coin, je suis déjà allé à Natashquan et effectivement, c'est complètement magnifique. Je vous dis pas ce qui est arrivé parce qu'on va laisser raconter Hugo, qui est dans l'épisode, ainsi que Martin Côté, qui est le maire de B. Johan Betts, un homme vraiment hyper sympathique, mais vraiment intéressant parce que vous allez voir, c'est une réflexion sur comment on habite le territoire au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec les communautés dites éloignées? Qu'est-ce qu'on fait avec la crise du logement quand on n'a pas de ressources, qu'on est un petit village et qu'on a besoin de renouveler la population? Puis vous allez voir aussi, il y a tout un enjeu de maisons disponibles, mais il y en a des maisons, mais ils ne sont pas disponibles pour soit la location ou la vente. Mais vous allez voir, c'est vraiment, vraiment un épisode de découverte sur cette réalité-là, moi qui est venu me chercher vraiment, et l'endroit, je vous le dis, est magnifique. Fait que j'espère que cet épisode-là va vous donner le goût d'y aller à B. Johan Betts. Pour la petite histoire, B. Johan Betts, c'est un Belge, aristocrate, fin du 19e siècle, qui décide de s'offrir un coin de paradis pour la chasse et la pêche. Donc, c'est un aristocrate indépendant de fortune, qui a des connaissances en médecine, qui a des connaissances en médecine vétérinaire, une espèce d'humanisme comme il n'en existe plus aujourd'hui. Il y avait déjà une présence Innu, il y avait déjà des gens qui y habitaient, mais lui a pris possession donc d'une parcelle de territoire qui est devenue B. Johan Betts, a construit un manoir qui aujourd'hui s'appelle le Château, qui est en plein centre du village sur une espèce de roc surélevé, qui aujourd'hui appartient à une pourvoirie. Il a développé une expertise pour l'élevage du renard à fourrure à l'époque, donc on parle fin du 19e siècle, c'était la fin de la trappe à grande échelle, mais il y a encore des gens qui voulaient vivre de la fourrure. Il a tellement bien développé son entreprise que le gouvernement du Québec va l'engager pour tenter de développer les connaissances qu'il avait développées, qu'il avait acquises, à une échelle provinciale pour en faire une industrie. Finalement, il va aller s'installer dans le coin de, je pense à l'île Perrot, dans le coin de Vaudreuil, si ma mémoire est bonne. Martin Côté, le maire, m'a raconté la fin de son histoire, mais vraiment, c'est un personnage vraiment fascinant. Faites vos recherches. Vous allez voir, c'est ça. C'est une autre époque. C'est un autre monde. Mais aujourd'hui, B. Johan Betts est toujours là, bien vivante, mais avec des enjeux particuliers. Alors voilà, c'est l'épisode que je vous offre sur la route. Je prends tellement de plaisir à aller sur la route, puis j'espère que l'an prochain, je vais pouvoir continuer. Je travaille là-dessus, évidemment. Voilà, alors, bon épisode. J'espère que ça va vous plaire pour ce 33e épisode à B. Johan Betts. Bon, alors je suis dans je dirais un paysage enchanteur. Je pense que c'est un euphémisme. À B. Johan Betts. On dit Johan, hein? Oui. Okay. Johan. Bon. Johan Betts. Alors, je suis avec Hugo Bergeron. Salut. Bonjour, Hugo. Bonjour. Présentez-vous. Hugo Je dis Bergeron. vous, mais on va se tutoyer probablement, là, parce que... Comme vous le voulez. Ouais. On glissera tranquillement. On glissera. C'est bon, j'aime les glissements. Alors, vous habitez ici depuis... Depuis juillet 2018.
Voilà. Donc, de Montréal, alors, de Victoriaville de naissance, artiste visuel. Oui. Vous étiez à Montréal? Oui. Depuis 2003, j'étais à Montréal. Ouais. Et puis, passionné par la Côte-Nord depuis plusieurs années. Ouais. On prenait des vacances plusieurs fois. Et puis, on a décidé en 2018 de faire le grand saut et de venir découvrir, expérimenter la Côte-Nord d'abord pour un an. Puis, c'est un piège. Hein, quand on dit pour un an, c'est pour la vie. Ouais. Et là, vous êtes installé ici? Oui. À Baie-Joanne-Betts. On a acheté maison. Et là, on est avec? Martin Côté, Oui. maire de la municipalité. Oui. Installé ici depuis? 2003. 2003. Oui. Et là, moi, j'avais prévu venir sur la Côte-Nord avec des épisodes organisés en collaboration avec Tourisme Côte-Nord. Et là, Hugo, là, on va se tutoyer parce que tu es un auditeur de la balado depuis peut-être le début, je sais pas trop. Oui, Bon. J'ai tout écouté. Et là, tu m'écris. On s'était déjà écrit. À un moment donné, tu me disais, ça serait le fun que vous parliez d'art visuel à la balado. Bon, puis moi, oui, on a essayé un peu avec... Bon, on le fait toujours un peu avec Marie-Gabrielle Ménard. Mais là, quand tu as su que je venais sur la Côte-Nord, là, tu m'as envoyé un long courriel pour m'expliquer ce que tu vivais ici à Baie-Joanne-Betts. Là, il faut situer les gens. On est à, 13 heures de route de Montréal? Oui. 12. 13 Oui, 13 heures. 1300 km à peu près, À là, peu près. j'arrondis. Là. Oui. Donc, à quoi que 70 km de Natashquan? 100 km. 100 km de Ouais. Natashquan. Bon, Ouais. pour situer les gens sur la côte, devant le fleuve, qui est maintenant la mer. Est-ce que vous dites le fleuve ici ou la mer? Le golf. Le golfe, tout simplement. Bon, voilà. Je suis Montréalais, hein, ça paraît. Mais les gens disent beaucoup la mer. Ah, ben voilà. Oui. Ouais. Alors, et là, c'est ça. Tu m'écris, puis là, je me dis, OK, tant qu'à aller... on s'entend que je suis allé à Fermont, qui n'est pas tout à fait la même direction, mais je me suis dit, hey, je vais pousser vers la Baie-Joanne-Betts parce qu'il se passe quelque chose, puis je trouvais que c'était d'intérêt pour les auditeurs et les auditrices. Fait que peut-être nous résumer un peu la missive que tu m'as envoyée. Ben, d'abord, c'est en écoutant l'émission, la balado, c'est certain que lorsque j'ai entendu que tu préparais une balado sur la Côte-Nord, dans ma tête, c'était vraiment de minimalement t'informer, de te renseigner sur notre réalité villageoise. Ouais. C'est-à-dire qu'on a différents enjeux et à mon avis, c'était pertinent au minimum que tu sois au courant pour construire ton émission. Ouais. Après ça, moi, je travaille, entre autres, je me suis impliqué beaucoup communautairement dans la coopérative de Baie-Joanne-Betts, la coopérative de solidarité. Ouais. Donc, il y a une implication, toute une implication là qui est importante pour moi, qui amène tout son lot d'enjeux, d'expériences, d'embûches, de défis. Là, on va trop vite. Parce qu'avant, il faut dire, et là, je vais peut-être me tourner vers Martin, puisque tu es maire ici du village. Combien il y a de population? 86. 86 personnes. Ouais. Bon, là-dessus, il y en a qui sont des retraités? Il y a des retraités. L'âge moyen est assez élevé. Oui. Puis, sinon, ben c'est ça. Là, il n'y a pas beaucoup de jeunes. L'école il y a primaire, un enfant? Il y a une adolescente. Puis, il y a 2 enfants au primaire, mais ils ne vont pas à l'école ici. Parce que l'école a fermé, il n'y a pas assez de... Elle est encore là. Elle est encore là. Elle n'est pas condamnée. Elle n'est pas condamnée, elle n'est pas à vendre. Et ils vont la garder ouverte encore plusieurs années. Oui. Mais il n'y a pas d'élèves. Ils s'en vont à Natashquan. Il y en avait cet automne. Puis, comme il était juste 4, puis que l'année prochaine, ils prévoyaient en avoir juste 2, le Centre des services scolaires nous a dit, bon, ben cette année, vous êtes un village dynamique, vous voulez attirer des familles. Normalement, ça devrait être 5, là, le chiffre magique. Ils ont dit, on va garder l'école ouverte, puis peut-être que vos efforts de peupler, ça va donner des résultats. Puis, mais finalement, c'est ça, la famille, là, on a eu des signaux là, comme quoi l'année prochaine, là, ils tombaient à 2, puis là, il n'y aurait pas de service. Donc, il y a des gens qui vont quitter Baie-Joanne-Betts. Donc, la famille qui avait les 2 enfants, qui en a 3, une qui rentrait à l'école l'année d'après, là, la personne a eu une opportunité pour aller travailler à l'île d'Anticosti. Ah, bon, fait qu'ils l'ont fait. J'avoue que... Parce qu'on a passé de quand même 5 enfants en bas âge au village à 2 maintenant. Quand même, c'est une grosse différence. Ben oui. Donc, il y a un commerce. Exact. Qui est la coop, épicerie. Épicerie, prêt-à-manger, maraîchage. Oui, poste d'essence. Mais toi, Hugo, quand tu arrives ici, toi, tu es un artiste visuel. Oui. Tu as exposé, c'est ça ton mon métier. C'est ton métier. Tu arrives ici pour faire ça.
Oui. Avec ta conjointe, oui. Qui est elle professeure. Qui est enseignante en art plastique, primaire, secondaire. Dans la communauté Innu. Exact. À côté ici, à Nutaquan. Voilà. Exact. Mais là, arrive la pandémie. Je pense que la pandémie, c'est le... Non, d'abord et avant tout, même avec Martin et avec d'autres villageois, le commerce, la coop, moi, de toute façon, étant artiste et vivant de cette réalité-là, bon, on est habitué d'avoir toujours un à côté pour aider à vivre, tout simplement, parce que l'art ne finance pas tout. Non. Donc, je suis habitué de prendre un à côté, que ce soit temps partiel, etc. Dans la restauration pendant longtemps, ou des contrats d'exposition, de montage, technicien, etc. Ouais. Donc, mais là, tu es à Baie-Joanne-Bette. Puis ici, il y a les opportunités d'à côté. Arrivant, bien avant la pandémie, il y a un manque de main-d'œuvre qui est criant. Ouais. On me saisit un peu de cette réalité-là. Dès l'automne, j'arrive en fin d'été. Dès l'automne, on m'explique on a même de la misère à couvrir les heures d'ouverture. Ça pourrait... Je vois aussi, même en discutant avec Martin, une belle occasion de rencontrer les villageois. Oui. On est là. Oui, c'est vrai. On est là pour la rencontre aussi. Vous n'êtes pas du tout de la région, vous êtes venu faire du camping, mais vous ne connaissez personne. Et j'imagine que c'est une communauté relativement tissée, serrée. Est-ce que c'est difficile quand on arrive de l'extérieur? Ça reste un petit village. Moi, c'est pour ça que je voulais vous parler, parce que c'est une réalité que j'ignore totalement, d'être dans un petit village, dans un endroit, entre guillemets, isolé, bien qu'on est sur le bord de la 138. Et je trouvais ça vraiment important pour la balado qu'on comprenne, parce que là, après ça, on va parler des enjeux plus particuliers. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux socio-économiques, il y a des enjeux... Bon. Mais quand toi, t'arrives, est-ce que tu sens que t'es l'étranger qui arrive dans la place? Non, les gens sont... T'es le vent frais, cool, il y a du monde qui arrive. Oui, les gens sont curieux. Les gens sont contents. Moi, je trouve que c'est une communauté qui est très inclusive, très hospitalière. Donc, les portes sont ouvertes. Ouais. L'adage ici, c'est « vous passerez ». Ouais, OK. Fait que, à tout moment, on pourrait aller prendre un café ou un apéro chez quelqu'un. C'est l'adage ici. Ouais. Mais là, il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que les gens ici font quoi, Martin? La population active, là, ils travaillent. Ils travaillent. Il y a un peu de service ici. La municipalité, la coop, bureau de poste, CLSC, l'école, là, moins. Oui. Mais des fois, oui. Des employés... Havre-Saint-Pierre est tout près. C'est ça. Fait que les gens... 70 km, c'est tout près, non? Oui, c'est assez près. Ouais. Les gens vont aller travailler à Havre-Saint-Pierre ou même à Gouaniche, qui est plutôt du côté est, ou Natashquan, ou Nutaquan, comme la conjointe. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas de mine ici? Non, juste pour que les gens, les auditeurs saisissent. Non, c'est ça. Ici, vraiment, Baie-Joanne-Bette, c'est un peu comme la Côte-Nord. Quand le monopole de la Hudson Bay tombe en 1852, là, il y a plein de monde qui arrive sur le territoire, des pêcheurs, des trappeurs. La fourrure est encore économiquement très intéressante. Fait que tu as beaucoup de monde, mettons les îles de la Madeleine, je donne un exemple de même, parce qu'il n'y a pas de trappe là, il n'y a pas de fourrure, ils font de la pêche, mais ils se disent, l'hiver, on va aller trapper, on va avoir un revenu supplémentaire. Fait que tout ça peuple la Côte-Nord. Puis, à un moment donné, quand il n'y a plus de morue, quand le prix des fourrures s'effondre, là, les gens, ils s'en vont. Ou restent. Puis là, ils restent, il y a des services, ils vont sur des chantiers de construction, ils font du... c'est ça, ils s'expatrient là, temporairement, là, mettons, mais c'est sûr que c'est toute une population qui est en décroissance. Là, depuis, puis toi, t'es maire, donc toi, t'as un désir de préserver la viabilité humaine et économique du village. Là, la pandémie arrive. Puis là, vous, il est arrivé des choses particulières ici. Peut-être les aborder parce que c'était ça qu'il y avait dans ton message, Hugo. Oui, a priori, oui. Il y avait plusieurs choses dans le message. C'est certain qu'il y a comme une espèce de trop-plein dans les défis à combler. A priori, comme on disait au départ, il y a un manque de main-d'œuvre qui est criant. La coop a besoin d'être relevée. Fait que, bon, je m'implique. C'est quoi l'importance d'une coop? C'est le seul service. Donc, ça veut dire... comme ici. Ça veut dire que si on ferme la coop, on n'a plus de service essentiel. Donc, même pas de gaz, pas d'œufs, pas de lait, pas rien. Pas de poste. La poste, c'est là aussi. Non plus. Non. Ça va être difficile. Ça se peut qu'ils te mettent un casier postal. Ça serait plausible, mais là, tu n'as plus de local à entretenir. Ça devient plus difficile au niveau de l'argumentaire.
Fait que les gens sont obligés de faire 66 km d'un bord ou de l'autre. Ouais. Donc, pour aller acheter le minimum. Pour acheter tout ou le minimum. L'un ou l'autre. Et même pour les touristes, c'est la même chose. Donc, ça se peut que tu aies beaucoup de touristes qui vont passer droit si tu n'as pas de service. Ah, ben voilà, oui, c'est ça. Dans une autre saison qui est importante. Il y a cet enjeu-là aussi. Et aussi pour l'attrait. L'attrait de nouveaux arrivants. Oui. Encore là, si tu n'as pas de service, est-ce que les gens sont plus tentés? Ben, c'est toute l'initiative que Martin a mis en branle en réussissant ce coup de maître-là de mettre une coopérative parce dans un si petit village. C'était une épicerie d'une entreprise privée? C'est des gens du village ici qui tenaient une épicerie, puis ça venait de leurs parents, tout ça, puis eux autres un peu plus âgés. Ça a fermé en 2003. La dernière épicerie a fermé en 2003. Il n'y a jamais eu de poste d'essence ici. Puis c'est ça. Puis tu vois, la coop, ben... Ça, c'est ton idée, Martin, la coop? Oui, oui. Puis, mais moi, mettons, je me suis commencé à m'impliquer à la municipalité en 2005. Là, les gens n'étaient pas prêts. J'ai quand même continué à en parler. Ils n'étaient pas prêts à quoi? Ils n'étaient pas prêts à s'investir puis dire, ben oui, c'est vrai, là, faudrait mettre des ressources là, pour bâtir ça, puis c'est compliqué, tout ça. Puis là, les gens, tu sais, 2003, ils allaient à Havre-Saint-Pierre, tu sais. C'est ça, 70 km, c'est quand même pas si loin que ça, 3/4 d'heure de route. L'hiver, j'imagine, ça peut être moins agréable. Puis, tu sais, traîner des 5 gallons de gaz, là, tout le temps, là, puis à toutes les semaines, ben la première année, c'est correct. La deuxième année, pas si pire. Mais là, après 3, 4, 5 ans, mais là, le monde dit hey, ça commence à être plate. Là. Ça commence à être tannant, l'hiver, comme tu dis. Puis, ben là, il y a eu assez de monde là, pour croire à un projet de même, puis dire, ben oui, ça vaudrait la peine de regarder. Fait que c'est, mettons, le comité provisoire créé en 2008, puis on a ouvert en 2012, juin 2012. Et là, toi, tu arrives, Martin, Hugo, ici, 2018, mais c'est quoi le déclic? Là? C'est que tu arrives, tu vois que... Pourquoi tu t'impliques à ce point-là? Parce que finalement, c'est devenu ton occupation principale et ton travail d'artiste est devenu le résiduel quand tu as du temps. Oui, je le formulerais autrement, mais... Peut-être je me trompe. C'est pas l'intention, du moins. Non, mais tu te rends compte qu'il y a tellement à faire. Mais c'est certain toi, que... Tu viens d'arriver, ça fait juste 4 ans, tu veux que ça fonctionne aussi, tu veux que la vie soit... Ben, je suis un gars de projet. Je suis un gars de projet, dans le sens que mon métier, c'est de créer des projets de toutes pièces. Donc, de ce point de vue-là, la coop va un peu dans le sillage de ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire relever des projets, puis les mettre en branle, puis les aboutir aussi. Donc, il y a une différence entre faire un projet de 8 tableaux puis de faire rouler une coop. Absolument. Mais ça, je ne savais pas en commençant. A priori, je commençais simplement en agent de développement à essayer de trouver des sources de revenus pour aider à relever la coop. Essayer de dynamiser ça économiquement. Parce que au départ, quand j'arrive, c'est pas une critique, c'est plus un fait. La coop était beaucoup repliée sur elle-même, c'est-à-dire desservir la communauté immédiate, le village, les besoins du village qui sont assez simples. Et donc, les sources de revenus aussi restent simples. Ça va de pair. Donc, moi, en le visualisant ça, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? C'est de décloisonner ça, de l'ouvrir vers les marchés de proximité, c'est-à-dire Havre-Saint-Pierre, les autres villages, Aquanish, Natashquan, Noutaquan. C'est tous des gens qui vont passer parce qu'on a une route qui n'est pas en boucle. C'est une route qui fait un aller-retour. Donc, on passe devant le commerce minimalement 2 fois si on habite Natashquan. Donc, il y avait un potentiel là qui fait en sorte qu'on a pu se redynamiser là en amenant plus de diversité de produits. Et donc... Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de production maraîchère dans la région, là. Non. Je veux dire, quand vous avez une coop, une épicerie, pour offrir une diversité, il faut être créatif, là. Oui. Et donc, Martin a réussi à avoir cette création-là de l'infrastructure. Et ensuite, ben parfait, l'infrastructure existe. Donc, on peut travailler avec ça. La serre existe. On peut planter des tomates si on a l'énergie puis la main-d'œuvre pour le faire. Ce qui n'est pas le cas. Pas toujours. Pas tout le temps. C'est fluctuant, ça. Ça dépend des cycles de vie. Donc, là, ben moi, c'est certains potentiels que j'avais identifiés. Donc, la serre, entre autres, je l'ai relancé.
Malgré que je suis pas maraîcher. C'est tout sur le tas. On apprend assez vite, mais il faut l'essayer. C'est certain que c'est pas parfait. Il y a un concours que c'est pas rentable, mais il y a une offre qui se crée. Il y a une offre qui se crée, il y a un dynamisme. Le fait qu'on agit à l'intérieur, les gens le reconnaissent, le voient, et ça amène les gens à participer. Dans ton message, tu m'expliques ce qui est arrivé l'hiver passé. Là, je veux qu'on rentre dans l'aspect la fragilité d'un village. Okay. Oui, mais tu voulais... Oui, ben justement, avant d'aller à l'hiver, je pourrais te donner une autre anecdote. Oui. Ça serait carrément par rapport à la coop. Après 8 mois après mon embauche, je me retrouve... Tu es embauché à titre de... Agent de développement. Okay. Et j'avais clairement spécifié à l'embauche que je voulais travailler à temps partiel parce que je suis artiste peintre. Oui. Donc, dans les premiers 8 mois, ça va bien, mais bon, encore là, le fardeau se retrouve sur l'ancienne directrice où ce qu'elle en fait plus qu'il n'en faut. Et un cycle de vie a amené son départ à la retraite. Et un départ à la retraite avec une femme comme elle, avec son expérience... Dans une communauté comme Béjoine-Bête, c'est tragique. Oui, parce qu'il y a le manque de main-d'œuvre et aussi le manque de main-d'œuvre qualifiée qui est problématique. Et donc, quand tu perds une main-d'œuvre ou un employé qualifié qui comble différents postes importants, ben ça te fait un trou qui est vraiment dur à colmater. Et donc, on part de cette prémisse-là pour moi. Où c'est là que le dérapage commence. C'est pas la pandémie, c'est là. Et on n'en s'est pas remis encore. C'est pas la faute de la personne qui est partie à la retraite. Hugo Bergeron, tu parles de dérapage. Mais dans le sens c'est quand même un mot fort. Ben, dérapage dans le sens qu'il y a un surménage, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein clairement à faire pour... Parce que tu peux pas dire, moi je fais mon 20 heures puis je m'en vais chez nous. Non. Ben, si tu es moindrement conséquent et impliqué... Parce qu'il y a trop à faire. Oui. Fait que c'est là que ça... Quand je parle de dérapage, c'est que ça finit plus. Ça finit plus dans le sens qu'il y a toujours à faire. Moi, c'est drôle parce que... Bon, là, je sais pas exactement quand l'épisode va être diffusé par rapport aux autres épisodes que j'enregistre sur la Côte-Nord, mais moi... Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, on la connaît dans les journaux, dans les médias, dans des grandes industries, parce qu'on entend le président des manufacturiers. Bon. Mais moi, depuis que je suis sur la Côte-Nord, puis tu sais, évidemment, je suis au mois de mai, là, quand je fais le périple, moi, je la constate dans des petites affaires, dans des restaurants qui n'offrent pas la moitié de leur menu parce qu'il n'y a pas assez de monde pour faire la pizza. Fait qu'on nous dit, oubliez la pizza, on est une pizzeria, là, nous, on fait juste des pâtes aujourd'hui, puis des clubs sandwich, dans les hôtels. Là, on parle de villes comme Sept-Îles, on parle de villes comme Bécomo, puis j'ai l'impression qu'en arrivant ici, à la fin du périple, là, c'est comme un effet d'entonnoir. Ben là, la pénurie est encore plus pointue, même si on n'est pas dans une ville de 25 000, on est dans un village. C'est encore plus aigu, on dirait, la pénurie de main-d'œuvre. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, tu sais. Il n'y a pas, comme la coop, s'il y a 3 employés, ou bien la municipalité, je vais parler de la municipalité. Si on perd notre DG, on était 3 permanents. C'est comme perdre 30%. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que ça fait un trou énorme. Mais Martin Côté, en tant que maire, c'est quoi les leviers que tu as? Parce que j'imagine qu'il y a une crise du logement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons. C'est ça. Et là, il y a un phénomène ici, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui gardent leur maison, mais elles les gardent comme un bien, c'est-à-dire sans l'habiter, donc elles ne leur rendent pas disponible pour la revente, pour attirer des gens. C'est pour la villégiature. Ça part d'un sentiment qui est noble, là, qui est intéressant, parce qu'ils sont attachés au village, il y a un fort sentiment d'appartenance. Mais ils sont plus ici. Ils viennent durant le temps des fêtes, un petit peu l'été. Ils sont 2-3 enfants, ils se partagent ça. Mais sur 52 semaines, la maison est habitée 5 semaines, 4-5 semaines, pas plus. Fait que c'est ça. C'est une dynamique qui est... Fait que là, ben, faut que la municipalité se donne des objectifs puis se donne comme mission des choses que d'autres municipalités n'ont pas à faire. Entre autres, construire des maisons, construire des logements. Parce qu'on ne peut pas se fier aux promoteurs. C'est ça. Ils n'ont rien développé ici. Il n'y a pas de marché. Il pourrait avoir un marché,
Mais ils voient bien, quand ils font le calcul, que le prix qu'il faut qu'ils demandent pour le logement, pour qu'il y ait un retour sur l'investissement, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis pour la revente de maison, c'est la même chose. Exactement. Ils ne vont pas développer. Il faut que la municipalité, donc, devienne promoteur immobilier avec des ressources extrêmement limitées. C'est ça. Financières. C'est ça. Puis, si tu veux aller plus là, dans l'anecdotique de cette année, là, mais comme nous, la municipalité, ça fait quand même plusieurs années qu'on voit ça venir. Fait que là, on assainit nos finances publiques, on se débarrasse de nos dettes à long terme, puis on réussit à mettre de l'argent de côté pour surtout mettre un peu d'argent pour attirer l'attractivité sociale, qu'ils appellent, mais aussi pour faire un développement résidentiel qui va être plutôt à moyen terme. Mais à court terme, c'est quoi la solution? C'est de faire un multilogement. Tu sais, pour que les gens puissent venir voir. Un triplex, par exemple. Oui, c'est ça. Bon. Puis, qui vous permettrait d'attirer des gens en location pour qu'ils viennent voir est-ce que j'aime ça ici. Parce qu'on est quand même... C'est magnifique, évidemment. C'est plus que magnifique. C'est difficile même de décrire. On est au bout de la Mangani? Est-ce qu'on peut dire ça? Un petit peu plus. L'extrême-est? Pas l'extrême-est, mais à l'est. OK. Oui. Bon, de la Mangani, c'est vraiment magnifique. Mais c'est pas suffisant pour attirer des gens. C'est ça. Puis il peut y avoir des gens comme Hugo et Anna. Ils ont des coups de cœur. Ils viennent un été, un deuxième été. Puis là, ils sont pas nécessairement malheureux à Montréal. Les affaires vont assez bien. Ils s'installent. Mais là, ils sentent qu'il serait dû pour un changement, ça. Fait l'expérience de vie. L'expérience de vie. C'est ça. Puis éventuellement, un projet de vie de 4, 6, 8 ans, je ne sais pas. Fait que, mais on ne peut pas demander à des gens comme ça de dire, parce qu'ici, les coûts de construction sont très élevés. Il y a une prime de 50% minimum par rapport à Québec ou Montréal. Et c'est déjà élevé sans la prime. Là. C'est ça. Les coûts de construction. Là, on ajoute 50%. Oui, c'est ça. Fait qu'on ne peut pas demander à des gens qui ont eu un coup de cœur pendant l'été de venir ici acheter un terrain, dépenser 350 000 juste pour tester s'ils aiment ça. Non. Parce que quand même, économiquement, là, c'est quand même important. Là. Après ça, la valeur de revente, en général, en Mangani, c'est à peu près, l'évaluation, c'est à peu près la moitié du coût de construction. Peut-être un petit peu plus, là, mais autrement dit, quelqu'un investit 300 000 sur une maison, et avant l'année d'après, il va peut-être avoir 175 180 000 C'est quand même c'est ça. Fait que c'est un projet de vie. Ça coûte cher pour juste tester. D'où le multilogement. Fait que là, les gens, ils viennent 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ils disent finalement, on aime ça. Fait que oui, OK, on va se faire une maison, on va acheter un terrain, tout ça. Ou au contraire, ils vont dire on aime ça, là, mais Colin, on est quand même à quasiment 1300 km de Montréal. Je m'ennuie de la vie culturelle, mettons. Je m'ennuie des 5 à 7. Bon, peu importe. Je m'ennuie d'aller au Centre Bell. Les centres d'achat me manquent étrangement. Non, mais ça se peut. Fait que c'était ça l'idée. Mais bon, je reviens à l'anecdote de cet hiver. Nous, on a le gel des conduites d'eau. En grosso modo, on s'est débarrassé de nos dettes à long terme. On a mis 500 000 $ de côté. Puis là, pour ça, pour faire une construction, avoir une petite hypothèque, puis comme nous, on ne s'attend pas à avoir un retour sur l'investissement, on est capable de faire des loyers qui sont de prix raisonnables. Puis on garde les ratios pour dire, si quelqu'un veut habiter le 4,5, là, son revenu, leur revenu familial, il faut qu'il soit autour de ça. Si on prend 30% de ça. Ça marche-tu? Oui. Ah oui, ça a de l'allure. Parce que les gens ici gagnent à peu près ça. Mais là, arrive le gel des conduites d'eau. C'est ça. Là, cet hiver. Un hiver particulièrement rigoureux. Oui, très. Oui, ça j'imagine qu'ils sont déjà... Mais en fait, c'est des hivers maritimes ici. Hein? Là, c'est de plus en plus... Normalement? C'est nouveau. Ça ressemble à quoi un hiver à Baie-Joanne-Beth, normalement? Là? Normalement, il y a 20 ans ou normalement les dernières années? Je dirais, mettons il y a 20 ans, puis en se rapprochant, les changements, parce que tu les aperçois, les changements climatiques. Là. Oui, c'est ça. Moi, mettons, je suis arrivé, ça comptait en 2001. Ce que j'ai remarqué par rapport à Montréal, au Québec, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'amplitude dans les changements de température. C'est-à-dire qu'au mois de juin, juillet, on atteint 20, 21, 22. Puis ça a monté progressivement. Puis là, ça redescend pour l'hiver jusqu'à moins 20. Donc, à partir de septembre-octobre... Septembre-octobre commence à descendre tranquillement, mais c'est une courbe qui est douce. C'est ça. Et là, janvier-février, moins 20. Oui, c'est ça. Puis le temps est sec. Il n'y a pas d'humidité, c'est sec. Fait que ça, c'est étonnant quand même. Oui, le golfe, c'est à côté. C'est ça. Non, mais c'est sec. Il y a beaucoup de soleil. Des journées soleil à Baie-Joanne-Beth, parce que moi, j'ai
J'ai construit une maison avec le solaire passif. Là, fait que l'architecte, avant de faire des dessins, il a dit on va voir s'il y a du soleil chez vous. On est présentement dedans. On est présentement dedans. Puis, je te dis ça de mémoire. Mettons, Montréal, c'est 140 journées soleil par année. Ici, ça tape à 200, 210. On le vit vraiment, le soleil. Il y a beaucoup de lumière. Puis, mais ça, c'était il y a 20 ans. Ça, c'est il y a 20 ans. Puis là, les dernières années, il y a des redouts. Il n'y en a pas un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Puis on passe en 2-3 jours, on passe de moins 25 à plus 5. Puis il pleut. Puis là, c'est pour ça, je ne suis pas météorologue, là, mais puis quand on regarde là, les vents puis la température, on s'aperçoit qu'on a plus de température du sud. Ça veut dire des maritimes. Donc, moins de soleil, plus d'eau, plus de chaleur. Fait que c'est ça qu'on perçoit. Là, et là, le dernier hiver a été particulièrement violent. Ben là, c'est ça. Là, cet hiver, il y a du froid tôt. Il y a pas beaucoup de monde qui viennent ici durant le temps des fêtes parce que c'est la pandémie, on ne peut pas se voir. Tout à fait. Je ne sais pas, mais je pense que c'était une recette. Oui. Ben c'est vrai que c'est un impact. Ben oui, parce que nous, le réseau était mal conçu, là, pas mal conçu. Il y a eu des mauvaises décisions. En gros, là, il y a 1,5 km de la conduite d'eau qui est seulement à 4,5 pieds en dessous de la 138. OK. Fait que normalement, tu fais ça à 8-9 pieds. Là, ici, on est sur le granit. On est à des affleurements rocheux. Puis, donc, je ne sais pas, est-ce que parce qu'ils ne voulaient pas mettre l'argent pour dynamiter, est-ce qu'ils ne voulaient pas déplacer la conduite d'eau pour pas qu'elle gèle? Ils connaissaient, ils savaient que sous une rue, la vibration fait que le gel descend. Bon. Fait que ça faisait 25 ans que ça n'avait pas gelé, mais là, ça a gelé cet hiver. Fait que là, grosso modo, nous, pour dégeler tout ça, tout le village a gelé au complet. Pour dégeler tout ça, ça a coûté 250 000 Fait que sur le 500 000 qu'on avait mis de côté, c'est la moitié. Moi, cette année, nous autres, on va percevoir 135 000 de taxes. Fait que c'est 2 fois les taxes qu'on perçoit en une année. C'est 2 fois les revenus annuels du village. C'est ça. Puis la réflexion, puis les communications qu'on a faites avec les citoyens et les citoyennes pour dire, ben on est rendu là, si vous voulez qu'il y ait du monde qui vienne au village, on est rendu à faire un trilogement nous-mêmes. Là, les gens, ben là, s'il y a une avarie, on va-tu avoir de l'argent? S'il y a ça? Puis, l'avarie est arrivé. Fait que là, tu reconsultes un petit peu les gens. Hey, oublie ça. Là, le ministère, aucun ministère veut t'aider. 0 cent, aucun ministère. La porte est ouverte, allons-y. La relation... Oui, parce que je voulais vous parler pour qu'on réfléchisse aussi. Bon, oui, il y a les anecdotes, il y a ce qui est arrivé, mais à l'occupation du territoire, à la viabilité des villages éloignés, des grands centres. Toi, Martin, tu es maire, donc tu es en contact avec tout la foule politique qui peut graviter, la MRC. Ici, c'est le ministre Jonathan Julien. Qui est ministre c'est Lorraine Richard du PQ qui est député. Mais c'est Lorraine Richard qui est député ici? Oui, Duplessis. On est dans Duplessis. Ah oui, OK. Oui. Puis, mais le ministre responsable de la Côte-Nord, c'est Jonathan Julien. Ah oui, voilà, OK. Qui est député de Charlebourg. Bon. Ah, OK. Et comment sont les relations? Est-ce qu'il y a des sensibilités? Parce que bon, la CAQ, on le sait, ils parlent beaucoup de la fierté. François Legault veut redonner la fierté aux Québécois. Puis je trouve que des fois, c'est une fierté un peu de pacotille. Genre, il faut lire Marie Laberge, puis il faut écouter Richard Séguin, puis il faut aimer le hockey. Mais dans la fierté, c'est aussi l'occupation du territoire. C'est aussi la préservation des milieux comme celui ici qui est magnifique. Puis qu'on veut pas que ça devienne juste des stations touristiques pour les étrangers qui sont... C'est quoi les relations? Quelle sensibilité les politiciens ont envers un endroit comme ici? Ils ont une certaine sensibilité. Comme moi, là, comme je viens d'expliquer, là, un peu notre démarche pour attirer du monde ici. Ils ont une certaine sensibilité. Ils ont une écoute, mais il n'y a pas... c'est ça. L'exemple concret là, que je peux dire, là, c'est zéro. Ils ne nous aident pas financièrement. Là. Non. Il n'y a pas de programme là, ce qu'ils ont fait, d'infrastructure quand un avarie arrive comme ça dans une communauté comme Béjoin-de-Betz. En gros, là, ce que j'ai su d'assez haut, on va dire ça de même, c'est que quand j'ai fait la première demande, la première semaine qu'on a gelé, là, je voyais les coûts là, sans monter. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir nos états financiers. Ils ont vu qu'on n'avait plus de dette à long terme. Ils ont vu qu'on avait 500 000 $ de côté.
Puis, ils n'ont pas dit ça de même, là, mais ce que ça veut dire, c'est vous êtes correct. capable de payer. Ouais. Le gel fait partie de la vie de tous les jours, M. Côté. Ouais. S'il y a un ouragan qui débarque, tout ça, ben là, c'est Ça, c'est mais exceptionnel. il n'y a aucun programme pour ça. Mais la question que tu poses, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est ça le cœur là, du problème. Là. C'est que, oui, on entend parler de l'occupation dynamique du territoire. Ouais. Oui, c'est important les régions éloignées. Mais ce qui prime, moi, mon analyse, là, parce que je me le fais dire par des gestionnaires de différents ministères, c'est quand même le prorata par habitant, l'argent qu'ils dépensent. C'est ça, exact. Monsieur Côté, savez-vous comment ça coûte garder l'école primaire ouverte à Béjouane-Bits pour 5 étudiants? Ouais. Ça n'a pas de bon sens par étudiant. L'infirmière, le CLSC ici, l'infirmière, elle voit 8 patients par semaine. Ouais. Oui, mais si vous voulez qu'on attire des familles, qu'on occupe le territoire, ça prend un CLSC, ça prend une école primaire. Parce que c'est pas vrai que des petits bouts de 4 ans vont faire 2 heures d'autobus par jour. Puis la route ici, des fois, l'hiver est comme... dangereux. À ferme. Oui. Puis je peux en témoigner. Il y a des pancartes jaunes à espace de peut-être une centaine de kilomètres, puis avec des voyants, puis si c'est allumé, on ne peut pas continuer, la route ferme. Ça. Puis ça, c'est à ferme, puis des fois, elle ne ferme pas, mais elle est dangereuse. Exact. Oui, voilà. Mais oui, c'est ça. Fait que, oui, ça coûte cher. Excuse-moi, Martin, je vais sur une parenthèse. Ta conjointe, Hugo, qui enseigne la communauté Innu à Natashquan, a un pied à terre. Oui, c'est nouveau de cette année. Parce que la route est trop désagréable à faire sur une base quotidienne. Oui, c'est quand même un fardeau de plus à ton travail. Donc, tu rajoutes 2 heures de route à ta journée. Ouais. Nous, a priori, au début, on était conscient qu'à Montréal, le 2 heures de route, elle pouvait le faire malgré tout, selon où on habite versus où elle travaille, avec le trafic. Ça dépendait. C'est la réalité de la moitié de la population de Montréal. C'est pas une question de distance, là, c'est une question d'engorgement du réseau. Dans ce cas-ci, la route est belle, génial, mais il faut quand même faire l'heure c'est non négociable là-dessus. Il faut que tu le fasses tous les jours si tu n'as pas d'autre alternative. Donc, Anna, on en est à sa 4e année scolaire. Donc, là, elle a raisonné autrement pour se permettre un peu plus de flexibilité dans son travail. C'est quelqu'un de passionné, donc elle voulait avoir une flexibilité, être proche de la communauté, de ses élèves, bien commencer, bien finir la journée. Parce que si tu as la route à faire, tu es moins disponible, tu es moins présent. Ta journée, elle commence peut-être plus limite, puis peut-être que tu as fini beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'était une marge de manœuvre qu'elle voulait se donner cette année. Mais je parle de cette anecdote-là parce que c'est pas un pied à terre comme on peut penser. Là. C'est-à-dire que oui, j'ai regardé ce qu'il y avait disponible en logement, puis on a choisi. C'est qu'il y a la disponibilité de son pied à terre à Natashquan. C'est parce qu'il y a eu des expropriations, parce qu'il y a des enjeux de logement aussi. Peut-être l'expliquer un peu, Hugo? Ben, dans le fond, c'est que c'est à Pointe-Parent, donc il devient quasiment un village fantôme. Là, un village dévitalisé. Dévitalisé, carrément. Un prochain projet de notre monsieur Lafrenière. Donc, Yann Lafrenière, l'ancienne police, comme on dit dans la région. Voilà, on l'a aimé. Bref, donc cette habitation-là, pour ce village-là avait quelques maisons. Oui. Et puis, avec des Québécois blancs là, qui habitaient là, c'était pas des Inuits. Oui, essentiellement, c'était des Blancs. C'est une extension de Natashquan, dans le fond. Ouais. Et puis, il y a encore des propriétaires qui n'ont pas été rachetés. Donc, pour préserver... Parce que c'est ça, ils ont exproprié les gens parce que la communauté Innu manque de place. Est-ce que j'ai compris? Oui, Martin même est peut-être plus au fait que moi sur l'entièreté du dossier, mais c'est vraiment ça, pour être juste. Donc, la cabane où Anna habite, le propriétaire n'est pas encore prêt à céder sa cabane. Donc, il veut que cette cabane-là soit habitée pour pas la perdre. Pour pas que ça devienne un squat, entre autres. Et pour pas que le gouvernement dise « Ah, ben là, c'est inhabité, on te rachète. » Ils veulent pas lui donner l'argument. Donc, le propriétaire a eu la brillante idée, en réalité, de
l'offrir à des profs. À des profs, carrément, qui travaillent sur la communauté, donc un appartement, une maison de proximité à leur travail, ce qui fait toute la différence. C'est une cabane, hein, je pense. C'est plus une cabane qu'une maison. Là. C'est comme certains buildings à Montréal où ils sont laissés à l'abandon. Ça ressemble à ça, beaucoup. Mais c'est viable encore. C'est encore viable, donc ça lui permet d'avoir un pied à terre là-bas. Mais Martin... l'hiver rigoureux, c'est-à-dire qu'on le sait, il y a des changements climatiques, il y a une urgence climatique, il va y avoir encore de ces événements-là dans le futur. J'ai l'impression qu'il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous, avec les ressources que vous avez, vous mettez de l'argent de côté pour développer du logement, pour continuer à dynamiser, puis qu'il y ait des jeunes qui viennent, mais vous êtes à la merci des aléas du climat qui vont revenir périodiquement. Je dis pas qu'à chaque année, vous allez avoir les conduites qui gèlent, mais c'est là que le gouvernement, en tout cas les autorités... Puis là, on dit le gouvernement, c'est la CAQ, mais je veux dire, les autres partis qui étaient au pouvoir n'étaient pas plus sensibles à cette réalité-là des régions éloignées, qu'il faudrait peut-être trouver une façon de leur permettre, sans tout subventionner, là, mais qu'ils soient capables d'avoir une marge de manœuvre financière pour avoir des initiatives et pas attendre que ça vienne de l'entreprise privée. C'est ça. Puis là, le cas de la conduite, là, on va le régler. Là. On va finir par la tasser, là, la conduite, la sortir de là, puis la mettre dans un endroit où on sait que ça ne gèlera pas. Là. Ça, il y a des programmes pour ça là, qui peuvent être financés à 50, 60, 70%. Ça, on va le faire. Ça, c'est à moyen terme. Là, on ne pourra pas le faire cet été, c'est sûr, là, mais... à moyen terme, on va le régler, ce problème-là. Mais moi, je pense qu'on voit bien, là, par rapport aux régions, je suis sûr que dans plein de municipalités, c'est comme ça, là, pour pouvoir avoir parlé à des mairesses et des maires, là, c'est qu'il y en a des municipalités qui vont écouter les ministres, les sous-ministres, ou... moi, je ne sais pas combien de planifications stratégiques que j'ai faites. Combien de fois j'ai sollicité mes citoyennes, mes citoyens. Oui, on va faire une politique familiale. Oui, on va faire une politique pour les aînés. Puis on va être là. Puis les ministères nous disent, on va être là, on va vous accompagner, ça. Mais ils nous donnent des grenouilles, là, dans le fond, là, quand tu penses à ça. Là. Puis là, nous, on embarque dans ce beat-là, là, puis là, on dit oui, puis moi, je suis un leader, puis oui, puis là, les gens, ils embarquent, puis oui. Mais là, tu parlais de la fragilité, c'est vraiment ça. Là, il arrive un avarie comme ça. Là, tout ça, là... Toutes ces années-là de consultation, de réflexion, de dire, ça tombe. Ça tombe parce qu'on ne peut pas le réaliser. Fait que là, ça va me prendre combien de temps pour remettre l'argent de côté, puis ça. Fait que, oui, ça coûte cher au prorata d'occuper les régions. Mais là, dans le fond, c'est la question, c'est pour la société québécoise, c'est vraiment de voir, est-ce que ça vaut la peine? Ça donne quoi d'occuper une région? C'est la connaissance du milieu, qu'il y ait des gens qui sont là permanents pour connaître le milieu, voir justement les changements climatiques, comment que la forêt se comporte, comment la mer se comporte. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que faire une route jusqu'à Blanc-Sablon pour 5-6 villages de 200-300 habitants, pourquoi qu'on mettrait 1,5 milliard là-dessus? C'est vraiment la question. Là. Quand il arrive les élections, ils ont tout un plan. Hein? Ils ont tout un plan. Puis là, après ça, quand ils sont rendus au pouvoir, ils donnent une petite grenaille, mais tu as toujours le gestionnaire qui dit, va dire au ministre ou au sous-ministre, oui, on peut faire ça, là, mais vous savez, entretenir la 138, là, la Méganie, là, sont juste 5000, là. Ils ont 330 km à couvrir. Là. Ça nous a coûté, je ne sais pas combien de millions en camions, puis en sel, puis en main-d'œuvre. Puis vous savez, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Là. Je ne sais pas, vous savez, là, M. le ministre, là, mais si vous faites à Blanc-Sablon, là, attendez-vous à. Tu sais, bon. C'est ce genre d'hypothèse, là, tu sais, que c'est des discussions qu'ils ont, là, c'est sûr. Puis, fait qu'il faut vraiment poser la question, parce qu'en réalité, nous autres, là, ce qu'on a de besoin, là, c'est pas de mettre 50-60 000 $ de côté année après année pour se ramasser un pot de 500 000. C'est qu'il faut que le ministère des Affaires municipales dise, oui, à Béjouane-Bitz, là, on veut qu'il y ait des familles qui aillent rester là. On veut envoyer des immigrants là. On veut que l'école soit ouverte. On veut qu'il y ait un développement résidentiel. C'est pas 300 000 ça va coûter. C'est 10 millions sur 10 ans parce qu'il faut engager des ressources humaines, il faut construire. Fait que c'est ça le move qu'il faut faire. Puis dans les 1000 municipalités qu'il y a au Québec,
ben il y en a peut-être 150 qui ont besoin de 10 millions. Ouais. Tu sais, 200, puis il y en a un autre 200 qui c'est 5 millions, je sais pas, là, mais tu sais, c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment là, parce que nous, on le vit, là, tu sais, puis je le vois bien, les autres villages de la Mingani, là. T'as Havre-Saint-Pierre qui, lui, s'en tire parce qu'il y a tous les équipements régionaux qui sont là, puis il y a la mine, bon. Ouais. Une mine de titane. C'est ça, qui est encore, va être encore ouverte peut-être pour 30, 40, 50 ans, je sais pas. Ouais. Puis c'est tant mieux pour eux autres, tout ça, mais même à ça, tu sais, moi, j'ai l'impression là, qu'il y a des sous-ministres ou des ministres qui rêvent secrètement là, que toutes les régions éloignées, là, je parle pas là, de Sherbrooke, là, mais je parle là, de Havre-Saint-Pierre, de Natashquan, tout ça. Là. Abitibi. Oui, c'est ça, Shefferville, là, que ce soit juste du fly-in, fly-out, juste du navettage. Ouais. Parce que, économiquement parlant, c'est la meilleure solution. Ouais. Ils n'ont pas d'équipement à entretenir. Pas d'infrastructure. Les minières sont là, ils mettent des roulottes, ils mettent l'infrastructure temporaire, puis c'est des cycles, les minières. Où, mais c'est ça qui est fou. Puis, tu sais, j'étais allé à Fermont au début du voyage, puis la mine est omniprésente. Mais ici, il n'y en a pas de mine. Il y en a déjà eu, historiquement. Oui, mais je veux dire, là, les gouvernements sont contents quand il y a une grosse minière, une compagnie internationale qui paye un parc, finance une piscine, puis j'imagine qu'après ça, le gouvernement s'assure qu'il y ait l'hôpital, l'école, mais tout le reste, c'est la mine qui le fournit. Mais ici, il n'y a pas ça. Non, à Baie-Joinbette, il n'y a pas ça. Non. Fait que si on veut que ça reste ouvert, viable, il faut... Le meilleur modèle, Martin, côté, ça serait quoi? Mais, mettons, parce que les gens vont... Tu sais, les gens des grands centres vont finalement dire pourquoi on paierait pour ça collectivement. C'est ça. Alors qu'un pont, un tunnel, on se dit, je vais peut-être le prendre un jour, mais il y a bien des gens qui viendront jamais ici. C'est ça. Puis... Malheureusement. Et pas à venir. C'est ça. Mais c'est ça, c'est là qu'il faut aller, dans le sens, il faut développer un argumentaire pour faire valoir au gouvernement que oui, ça vaut la peine d'occuper un territoire. Ouais. Puis, je veux dire, plus à court terme, là, moi, avant la pandémie, je me suis documenté le plus possible sur le télétravail. Ouais. Moi, je voyais, tu sais, ça ne réglera pas tout. Non. Mais là, je disais, Colin, nous autres, on a la fibre qui rentre dans les maisons. Ouais. Là, c'est possible. Ici, il n'y a pas de réseau, il faut le dire. Il n'y a pas de réseau cellulaire, mais vous avez la fibre qui est performante. Qui est performante, qui rentre dans les maisons. Ouais. Mais, fait que là, je télétravail. Puis là, la pandémie, ben là, les gens disaient, ouais, peut-être, tout ça, mais c'est pas vraiment du développement. Ce que tu parles, c'est plus une manière de travailler. Ouais. On peut pas vraiment travailler là-dessus. Puis là, en fait, c'est archaïque un peu, la vision du développement régional. Tellement. On est des régions ressources. Ah, c'est ça. C'est vraiment. Comme tu dis, c'est vraiment ça. S'il y a une mine, c'est bon. Si on pouvait exploiter... S'il n'y a pas de mine, on ne sait pas quoi faire. Si on pouvait exploiter la forêt, mais là, les arbres sont trop petits ici. Il n'y a pas de volume, il y a le diamètre. Fait qu'il n'y a rien à faire. On l'a essayé plusieurs fois. Fait que là, c'est une région ressource. Ils sont fourrés. C'est ça. C'est ça. Hugo. L'occupation du territoire, dans le fond, c'est un peu à l'image. Je prendrais l'exemple. C'est aussi d'entretenir la culture. Oui. Les habitants ont une culture, ont un patrimoine et le portent dans le temps. Oui. Donc, les personnes les plus âgées, c'est une mémoire, ça. C'est important. Il y a les Inuits qui sont ici depuis très longtemps. Oui. Donc, ça aussi, c'est une culture. Est-ce que le gouvernement a un intérêt là? Et moi, je ferai un parallèle avec mon vrai métier. Moi, je suis peintre. Ça sert à rien de nos jours de peindre. On s'entend. On pourrait se poser la question. Il n'y a aucun intérêt de peindre de nos jours. Des arts visuels. Avec le numérique, avec la photographie, etc. Et même, à quoi bon, demain matin, je vous propose un projet d'exposition. Il y a des tableaux. Quel est l'intérêt du public d'aller voir ça? Et même d'oser s'en approprier un puis de le mettre dans son chez-soi. Ben, c'est un peu la même vision qui s'applique au développement des régions éloignées. Donc, un tableau, c'est dispendieux. Un VTT, ça l'est aussi. Oui, c'est vrai. Mais on ose mettre un 10, 15, 20 000 sur une machine qu'on sait qui va briser et qui va finalement être éphémère. Le tableau, lui, peut durer. Tu peux le léguer à ton enfant. Ton enfant va pouvoir le léguer. Ça, c'est de la culture permanente. Mais c'est un peu dans cette logique-là que moi, je me place ici. C'est un peu cette expérience-là et cette réflexion-là qui m'habite en habitant le territoire. Tu as dit ce matin
pendant qu'on prenait un café et qu'on regardait tes tableaux, à peu près, à ce moment-là, que ici, s'il n'y avait pas l'hiver... Attends, je vais essayer de me rappeler la formulation exacte. Je pense que ici, s'il n'y avait pas l'hiver et pas de mouche, ça serait un Club Med. Ben, moi, c'est ma vision. Depuis que je prends mes vacances ici, ça me saisit dès la première fois que je me suis mis le cul dans le sable à longue pointe de Mingan. Ouais. J'en revenais pas. La beauté du territoire, il y a les baleines, il y a une faune aquatique devant nous. La mer est là. Bon, c'est le golfe, mais on a une impression de mer. 210 jours de soleil. C'est ça. On a une impression de mer. On a l'impression d'être dans les Caraïbes, au Québec. On est loin de Montréal. On est dans les Caraïbes. Oui. Mais, puis en même temps, ça a préservé la région parce qu'elle a gardé son côté rustique. Oui. Donc, elle n'est pas envahie, surpeuplée, etc. Donc, ça lui donne son caractère. C'est pas la Gaspésie. Exactement. Mais il en reste, mais même la Gaspésie, il y a 10 ans, c'était pas pareil que maintenant. Non, mais il y a eu des cycles. Les années 60-70, la Gaspésie, c'était très populaire. Il n'y a jamais eu ça ici. Non. Et il n'y a pas de Christian Bégin ici. non, mais il n'y a pas l'ambassadeur. Non. Tu sais, on n'est pas dans le même trip, en fait. Faut quand même le dire, parce que oui, moi, j'aimerais ça que les gens... C'est pour ça que j'ai fait les épisodes sur la Côte-Nord, parce que moi, ça a été un coup de cœur à la Côte-Nord. L'Abitibi aussi. Peut-être c'est le côté plus sauvage, entre guillemets, m'attire plus que l'autre rive, qui est magnifique, mais qui est plus touristique, où la nourriture n'est pas la même. Ici, tu sais, c'est autre chose. J'en suis, regarde ici, il n'y a même pas de maraîchage qui peut se faire. On est en train de créer un plan de développement de zone agricole. Il y a toute une réflexion qu'on pourrait avoir sur la disponibilité des produits de la mer, qui sont difficiles, même si on est à côté. Absolument. Bon, mais pour moi, c'est symptomatique d'une difficulté à occuper le territoire. Quand on n'est pas capable d'acheter des pétons qui sont pêchés ou du crabe qui est pêché pas loin. Puis hier, tu nous as fait une raclette délicieuse, mais tout venait de Blanc-Sablon. C'est pas à porte, là. Parce que c'est eux que... Non, c'est pas à porte. Non, mais moi, je trouve que ça parle de notre façon d'occuper le territoire. Absolument. Puis ça, Martin, en tant que maire, là, t'as pas de levier. Hein? Non. En tant que maire, non. Les municipalités, c'est des créations du ministère des Affaires municipales, puis c'est très encadré, là. Oui, il y a des maires... On peut dire ce qu'on veut de Nicodère, mais c'était son cheval de bataille, ça, quand il était en politique active, que les villes regagnent leur souveraineté pour faire ce qu'elles ont envie de faire sans avoir besoin de l'aval du ministère des Affaires municipales. Oui, c'est ça. Puis. Je suis désolé, je parle de Nicodère. Non, c'est correct. Non, mais je te dirais que 95% de son œuvre est moins intéressante, mais ça, quand même, je trouvais que c'était un cheval de bataille qui aurait dû résonner plus fort. Oui. Il y a toute la question de la fiscalité, là, effectivement, là, les sources de financement. Mais c'est ça, sur la Côte-Nord, c'est à la fois le charme, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est sûr. Il faut être débrouillard, il faut le goût de l'autonomie, de l'initiative, toutes les activités sociales. Là, mettons, tu veux te faire un repas thaïlandais, il faut que tu fouilles sur Internet, puis tu demandes à Hugo une semaine d'avance, peux-tu me trouver ça? Penses-tu que tu peux... à la coop, Puis Hugo, il va le faire parce qu'il est complètement dévoué, puis il est orienté comme ça. Mais dites-vous que chaque fois que vous demandez ça à Hugo, c'est un tableau de moins qui va peindre. C'est ça, c'est sûr. Pour votre repas taille. C'est ça. mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est pas un pamphlet là, qui va arriver dans ta boîte postale pour dire « Hey, il y a un restaurant taille qui vient de s'ouvrir. » Fait que ça, c'est particulier à la Côte-Nord. C'est en même temps peut-être ce qui fait son charme, là, le côté plus rustique. Mais c'est ça. Puis dans l'occupation dynamique du territoire, la Côte-Nord, ça peut être dédié à ce genre de profil-là. Tout à fait. Chaque région a ses particularités. Oui. Ça devrait être possible. C'est ça. Qu'il n'y ait pas le seul modèle. Oui, parce que le modèle qui est... Je reviens à ce que tu disais, l'anecdote de ce matin. Ben, le modèle qui prime, c'est enlève le fret puis les mouches, là, il y a du monde qui arrive. C'est ça c'est ça la réalité. Donc, mais le partage de cette rusticité-là, il est potentiel parce qu'on n'a pas besoin d'une démographie qui explose. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous voulez pas que tout le monde se mette à arriver non plus, ça serait pas possible. Non. Ce serait même pas réaliste. Puis on parle du Club Med, ce qui n'est pas non plus un modèle nécessairement, mais je comprenais ton idée, c'est qu'il y a un potentiel quand même ici, mais le capital fonctionne comme ça. Oui, mais on a, je pense, un certain problème
d'accepter des choses. C'est pour ça que je parlais de la fierté tantôt, parce que je trouve qu'il y a un décalage avec la réalité. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une fierté d'apparat qui est pas connectée, qui est pas groundée avec le territoire. Ça sert à quoi d'avoir... je sais pas c'est quoi là, la superficie du Québec, là, mais mettons d'avoir 60 millions de mètres carrés. Si c'est juste pour occuper 1 ou 2 millions, la bande du Saint-Laurent. Puis nous, les gens là, avec qui j'ai travaillé là, pour monter les planifications, tout ça, on est des gens, là, on dit oui, on va mettre de l'énergie, tout ça. Mais la prémisse de tout ça, c'est que on sait qu'il y a bien du monde dans des grands centres, fortement urbanisés, qui sont assez heureux, somme toute, qui ont leur vie, tout ça, mais ils seraient bien plus heureux ici. Parce que leur personnalité, parce que le plein air, parce que l'esprit communautaire, tout le monde connaît tout le monde. Et la pandémie a un petit peu accéléré ça par la force des choses. Peut-être pas jusqu'ici par rapport au grand centre, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis de Montréal parce que le télétravail a pris plus de place, puis ils se sont rendus compte, hey, je ne vais plus au bureau, puis je suis tellement bien. Par la force des choses. Et là, le centre-ville à Montréal a de la difficulté à réattirer les gens. Parce que les gens se disent, mais je veux plus être là tous les jours. Je peux travailler de la maison. Puis il y en a qui sont achetés des maisons dans Laurentides, en Montérégie, ils sont pas venus jusqu'ici. Mais c'est la preuve qu'un autre monde est possible. Ils sont capables d'expérimenter. Exactement. D'où l'importance d'avoir un parc locatif modeste pour Joanne Bess, mais qui permettrait... Parce que moi, je vous avoue que j'ai cet appel-là. Ma blonde n'est pas rendue là. Mais si on pouvait venir 3 mois l'été, en location, juste pour voir c'est quoi vivre au jour le jour, bien c'est sûr que ça serait un levier pour vous d'attirer des gens. Absolument. Puis je reviendrai aussi au défi que Martin doit relever présentement avec notre problème d'aqueduc, entre autres. Moi, je trouve que les choses se sont inversées. Le mauvais joueur dans tout ça, le mauvais gouvernement, c'est le gouvernement, à mon avis, parce que Martin a tout fait dans ses cases. Il a été un bon gestionnaire. Il a mis l'argent de côté. Il a tout coché ce qu'il devait cocher. Là, ça veut dire que le message qu'on nous envoie ici, c'est mettez pas d'argent de côté, dépensez-la. Parce que quand tu as un problème, là, rendu là, ben là, ils vont peut-être payer. Mais si tu n'as pas d'argent, si tu as de l'argent... Avant le problème de canalisation... Dépenser pour le locatif, puis aller quémander une subvention pour... Fait que dans le fond, vous êtes pénalisé d'avoir fait vos devoirs. Moi, je trouve. D'avoir été prévoyant. C'est ça. Puis c'est la vision... Pardon. La vision que le gouvernement a des municipalités, peut-être les plus petites comme la nôtre, c'est plus flagrant, là, mais c'est égal. Occupez-vous, là, finalement, là, occupez-vous de l'aqueduc. Ramassez les vidanges. Pelletez la neige, mettez ça clean, là. Puis... il n'y a pas trop de dettes, là, puis faites une bonne gestion de ces services de base-là. Malgré tout le discours qu'on peut avoir, là, ce qu'on vous demande, c'est ça. Si vous débordez de ça, puis vous pouvez y aller, ben oui, peut-être, là, tant mieux. On va vous donner des petites grenailles. Mais achanez-nous pas trop. Oui, c'est ça. Nous autres, on sait comment qu'il faut que ça marche, puis les régions, là, ça... Pardon, on s'en revient à ce qu'on dit tantôt. Là, nous autres, ce qui nous intéresse, là, Fitzgibbon, là, ce qui l'intéresse, c'est les mines. C'est à Côte-Nord. Des gros projets. Des jobs payants. Oui, c'est ça. Là, il y a un projet là, à 30 km au nord d'ici, là, vraiment de lithium. Là. C'est ici, ça? Oui. La mine de lithium. Oui, bien une. Je sais qu'il y en a des petits, mais il y en a une pas loin. Il y en a une pas loin qui vient de sortir. Puis ben là, il aime ça. Cela dit... Moi, je sais que de Montréal, c'est facile pour moi de cracher sur tout l'extractivisme. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire autrement pour qu'il soit profitable aux communautés sans l'interdire puis dire non, nous, on... Mais là, c'est que présentement, on a l'impression... Puis tu sais, je parlais hier avec toi, Hugo, de l'enquête d'Alexandre Shields qu'il a faite il y a quelques années sur le plan Nord, qui lui a révélé en calculant les redevances, mais aussi tout ce que ça a coûté en infrastructure, que finalement, on a collectivement dépensé 1,2 milliard pour le plan Nord. C'est que ça n'a rien rapporté collectivement. Fait qu'il y aurait une réflexion à voir. Cet argent-là, on aurait pu le mettre sur les infrastructures des petites villes ou des villages éloignés pour leur permettre d'attirer des gens, d'être viables. Mais non, on l'a donné à des entreprises étrangères, pour la plupart. Oui. Quand on regarde la planification, c'était du plan Nord, là, le budget, comment il est réparti, là, ce qui revient aux communautés là, directes, là, c'est un faible pourcentage. C'est ça. Le gros, c'est des infrastructures pour les minières, pour des grosses entreprises. Puis on dit toujours dans ce temps-là, oui, mais les populations vont en profiter
des infrastructures, mais sauf que les populations, ils vont pas 300 km d'inter juste pour rouler sur une route asphaltée qui mène à un barrage. Là. Il n'y a pas de vision à moyen terme, il n'y a pas de vision à long terme. C'est le navettage là, qui est à la mode. Et permettre aux minerais de s'en aller dans les ports à l'exportation. Ça aussi, c'est pas les mines qui payent pour ça souvent, là. C'est les gouvernements. Absolument. On n'a pas beaucoup parlé des Inuits. Moi, j'ai fait un épisode avec eux, en partie avec quelques Inuits, mais la cohabitation et la vision de l'occupation du territoire, est-ce qu'elle est partagée avec les... Parce qu'il y en a beaucoup ici. On est sur le c'est leur territoire. Le Nitassinan. Leur vision, est-ce qu'elle concorde avec la vôtre pour le développement, la collaboration? Si on pouvait dresser un état des lieux, Martin Côté? Bien, on a au niveau municipal, là, mettons, il y a des équipements qu'on a, là, intermunicipaux, que sont toutes les tables de concertation, souvent, ils sont là, les Inuits, puis on a l'occasion là, de discuter. Tu sais, en Mingani, là, je prends un exemple là, très concret, là, pour sortir le pétrole, là, d'Anticosti. Jean-Charles Pietachou, qui est le chef de Equanichit, a été très actif, en collaboration totale avec le maire de... Avec John Pinault. Avec John Pinault, puis le préfet de la MRC. Fait qu'il y a des trucs de même là, qu'on fait. Puis, par contre, la situation de la réserve, là, je le dis au niveau légal, là, puis le statut légal des Inuits ici fait que c'est plus difficile. C'est plus difficile. De s'organiser avec eux puis de mettre des projets de l'avant. C'est ça. Il n'y a pas d'entente entre les gouvernements. Parce que les réserves sont de juridiction fédérale. Puis jusqu'à maintenant, légalement, ils ne peuvent pas bouger beaucoup plus là, en dehors de la réserve, là, du 1,6 km². Ils sont 1000 là-dedans, là, puis ils ont un statut 18 ans et moins. Là, eux autres, c'est bon. Tout à fait, c'est fou. C'est fou en 2022. Toute cette dynamique-là, pour nous, c'est des embûches. C'est clair, c'est des embûches. Puis pour le territoire, ben ça fait des... ça fait des situations qui peuvent être conflictuelles. Martin, on parle de crise de la main-d'œuvre. Toi, tu disais, les communautés, nous, ont un taux ils font des enfants. Oui. Beaucoup plus que les gars. Oui, bien sûr. Mais si on était capable d'arrimer tout ça, il y aurait des postes à combler. Puis on parle de réconciliation. Ça va au-delà d'aller les voir dans les boutiques puis d'acheter... non, c'est pas là. Non, mais c'est ça, la réconciliation. Oui. Et toi, comme maire, tu as beaucoup d'embûches pour être capable de matérialiser ça. Bien, le potentiel de main-d'œuvre qu'il y a dans les communautés Inuits en Mingani, là, c'est une opportunité formidable. Ils sont chez eux, là. Oui, on les amène pas travailler à 600 km. Ils sont pas délocalisés, c'est leur territoire. C'est juste une question de pas penser en colonisateur de la part des gouvernements. Puis de respecter la culture Inou, la façon de faire Inou, qui est parfois déroutante. Oui, qui est différente. Qui est très différente. C'est beaucoup plus différent entre un Québécois, un Inou qu'un Québécois puis un Ontarien ou même un Californien. La différence culturelle, c'est des peuples qui étaient, jusqu'à il y a 50-60 ans, semi-nomades. De vivre dans des communautés de 30-40 individus. Se retrouver à 1000 là, sur un 1,5 km². Dans des maisons c'est une catastrophe. Fournies par le gouvernement fédéral. Le référent culturel il est complètement changé puis absent, je dirais. Là, mais puis là, je veux juste terminer là-dessus. Là. Ce qui est vraiment décevant pour nous autres, les communautés qui vivons avec qui on a des bonnes relations individuelles. C'est des gens aimables, nous on est aimables, tout ça. Bon. Mais c'est qu'à Québec ou à Ottawa, ils ne voient pas cette opportunité-là. Puis s'il y a des situations qui peuvent devenir conflictuelles, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, là. Tu sais, des chicanes là, de pêche puis de chasse, d'eux autres, là. C'est pas... Puis, je veux dire, il faut se poser la question réellement là, si politiquement sont prêts à faire des ententes là, avec les peuples autochtones. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique là, de faire une co-gestion de territoire? Moi, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que Yann Lafrenière est souvent de bonne foi dans son désir de faire des choses avec les Premières Nations, mais j'ai l'impression que c'est souvent, pour citer Roxane Bruno, à sa manière, à leur manière, le gouvernement, sans avoir l'écoute, la patience pour développer à long terme
des projets de co-gestion en respectant toutes les subtilités culturelles. C'est qu'on leur demande souvent « Arrêtez donc d'être un peu ce que vous êtes, puis faites donc comme nous. » J'ai un peu cette impression-là, moi, de Montréal. Tu sais, moi, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas les dossiers vraiment sur lesquels ils travaillent, là, mais ça peut donner cette impression-là. Moi, j'ai l'impression qu'il veut régler des petits problèmes là, mécaniques. De bonne foi. Ou ben oui, complètement de bonne foi. Il va dire, j'ai l'impression au caucus là, des ministres, il doit dire, ben moi, je voudrais régler telle affaire, telle affaire, telle affaire. Comme ça va prouver qu'il n'y a pas de racisme systémique. On règle des petites affaires. Peut-être c'est ça qu'il est obligé de dire pour avoir les millions, pour régler la violence ou je ne sais pas trop quoi. Mais comme point de parent, il dit, OK, gars, on est proche, on peut-tu régler ça? Au moins, on va leur permettre là, d'avoir... Mais pour les entendre, pour, comme tu dis, vraiment la co-gestion du territoire, tout le côté légal, la fiscalité, etc. L'éducation. Ma femme est en éducation. La formation, effectivement. C'est provincial. Donc, là, on est sur une communauté fédérale, mais l'éducation est quand même... ici, c'est francophone. Donc, c'est calqué sur le Québec. Donc, est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce que ça ralentit, ça freine le développement chez les jeunes et les enseignants? C'est pas évident, là. Encore là, c'est vraiment pas gagné. Pour ma part, moi, pour la coopérative, j'ai voulu essayer de décloisonner ça un petit peu. Et puis, il y a des leaders qui sont dans la modernité, qui sont pas simplement dans un certain folklore qu'on pourrait imaginer ou qu'on pourrait leur accoler toujours. Non, ils sont là et ils sont très proactifs. Je pense à Marc-Antoine Nishipatao, qui est un de mes collègues, qui est un leader très important sur la communauté de Nutaquan. Et puis, lui ose mettre de l'avant des projets dans son 1 km², comme Martin dit, mais il est très dynamique et c'est lui qui est venu me voir, main tendue, est-ce que tu veux qu'on fasse une association pour le transport? On a des problèmes de transport énormes ici, c'est une des grosses plaies, vu qu'on est en région éloignée, c'est pas évident, il y a des surcharges, mais en travaillant ensemble, c'est déjà un point de départ. Et donc, Nutaquan, c'est la communauté Innu à côté de Natashquan. Toujours, oui. On peut quand même rappeler que Natashquan, pour la première fois, les gens ont élu seulement Henri, un maire Innu. Oui. Qui vient de Nutaquan. Ils ont le droit de vote. C'est la première fois. C'est la première fois. Ça arrive. Ça va peut-être changer la dynamique. Absolument. On le souhaite. On souhaite. C'est sûr que ça change la dynamique. Puis... C'est une nouvelle réalité. Tu sais, il y a des... Je vais juste répéter, Martin, pour que les gens comprennent bien. Donc, c'est le village blanc qui a élu... Ben, il n'y a pas juste des Blancs, là, mais c'est pas, cet homme-là n'est pas maire de la communauté Innu. Non. Il est maire de la municipalité de Natashquan. Voilà. Ça, c'est nouveau, ça, qu'un Innu soit élu. Oui, parce que c'est pas nouveau que les Inuits peuvent se présenter ou peuvent aller voter. Oui. Traditionnellement, les plus vieux considèrent encore que jouer ce jeu-là, c'est jouer le jeu des colonisateurs. C'est reconnaître le droit. L'institution colonisatrice des municipalités fait que blanches. Nous, on ne va pas aller jouer là. Mais tu as peut-être ça, là, comme Marc-Antoine, il y en a d'autres, là, une autre génération qui dit, moi, je suis tanné, ça avance pas. Le gouvernement du Québec puis à Ottawa. Fait que moi, le problème du port, là, qui est commun aux Macaquins, les gens, les Blancs, mettons, de Natashquan, et les Inuits de Nutaquan, c'est un projet commun qu'on revendique tous les deux que ça se règle. Il y a des affaires plus... le poste de pompier. Les problèmes d'incendie, prévention incendie, que parce que ces deux juridictions pas capables de faire des ententes. C'est capoté. C'est capoté parce que le poste d'incendie... Il y a clairement une juridiction de trop, hein? On dira pas laquelle, là, mais... Elle commence par F. C'est ça. C'est ça. Puis, fait que ça change la dynamique. Tu sais, je sais pas... C'est ça. Fait que les choses avancent. Les Inuits pourraient même se présenter comme préfet à la préfecture de la MRC. Pourquoi pas? Ça serait une bonne chose, même. On lance l'appel. Je sais pas si ça serait une bonne chose. Pourquoi pas? Non, mais ça dépend de l'individu. Non, pour la discussion qu'on a. Mais pour changer la dynamique, exact. Puis brasser peut-être éventuellement Québec puis Ottawa,
Exact. Là, il y aurait de la pression là, politique. Surtout qu'on sent que ce gouvernement est très sensible au vote. Oui. S'ils savaient qu'une communauté... Parce que peut-être, j'ai l'impression que les Inuits... En tout cas, si je regarde ce qui se passe souvent dans des endroits comme aux États-Unis, les Inuits, les Autochtones aux États-Unis, les Noirs sont souvent des gens qui votent moins que les Blancs. C'est moins pour toutes sortes de raisons, dont celle d'avaliser ce système-là. Mais si ces gens-là se mettent à voter, peut-être qu'ils vont avoir une écoute différente aussi. Puis peut-être les choses aussi vont changer comme ça. Bien que, pour paraphraser Coluche, si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait illégal. Ouais. Mais bon, c'est assez limite. Mais reste que c'est une participation qui est importante. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, messieurs, je vous laisse le dernier mot. Si vous en avez un autre. Le dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, j'aimerais ça. Moi, je suis très heureux. Puis Hugo, pour vrai, je trouve ça malade que tu m'as écrit. Puis de savoir que j'ai un auditeur à Béchouane-Bête, c'est quand même quelque chose. On rappelle, il y a 85 habitants. Ben, moi, je vais te remercier d'avoir ta balado parce que ça nous offre une autre option dans les médias d'information. Ça vous permet de raconter d'autres histoires aussi. Absolument. Puis ça nous permet d'avoir une résonance autre que ce qu'il nous a offert sur les grandes chaînes. Puis pour moi, ça, c'est bien important aussi dans notre paysage. On parle de paysage culturel. C'est vrai. Et tu fais ton rôle par ton projet aussi. Donc, je suis un peu la main gagnée de la balado, finalement. C'est ça. Pas beaucoup d'argent. Des petits îlots, très jolis, mais pas beaucoup d'argent. Non, dernier mot, c'est certain que les gens, il faut qu'ils viennent minimum expérimenter une fois dans leur vie la Mingani. Il faut aller un peu plus loin que Tadoussac parce qu'il y a des territoires que vous n'avez même pas songé qui existent au Québec. Tout à fait. Vous pensez que la Caraïbe, c'est seulement au sud, mais non, ça existe. Il y a des plages des kilomètres et des kilomètres de plages qui suivent cette île. Oui. C'est impressionnant. Vraiment. Et même avant. Ouais. Donc, il faut au minimum découvrir la culture en entier du Québec et la partager. Oui. Ça, ce serait déjà un premier message lancé, à mon avis. Martin? Oui. Dernier mot. Ben, moi, je trouve ça super encourageant qu'une personne comme toi ait pris la peine de mettre ça sur son horaire. Oui. Fasse un balado. Non, mais c'est... Non, mais on parle de communauté. Vous avez une communauté, mais la balado a sa communauté. Puis Hugo, en m'écrivant, on s'était déjà écrit avant pour d'autres affaires sur les arts visuels. Tu trouvais qu'on n'en parlait pas en balado. Non, mais c'est ça, une communauté. C'est ça que ça fait, une communauté. Ça crée des choses, ça crée des histoires. Oui. Puis nous, ici, pour Béchouane-Bête, là, Hugo a un bon exemple, puis je pense moi aussi, mais il y a quand même un groupe ici là, qu'on est des... je vais citer Miron, là, mais des bêtes féroces de l'espoir. Ouais. Puis c'est tellement beau ici, c'est tellement un paradis vraiment. Pour les gens là, qui ça correspond à leur personnalité, là, qu'il faut qu'ils continuent. Là. Nous, on va continuer le combat. Il faut se joindre, il faut convaincre le monde vraiment régional. Après ça, monter. Puis c'est ça. C'est jusqu'à temps qu'il y a un déclic qui se fasse là, des autorités là, pour dire hey, ça vaut la peine là, vraiment d'occuper les régions. Là. Hey, messieurs, merci. Super entretien. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 33e épisode de la balado. Je parle pas trop fort parce que je suis présentement dans un escalier d'hôtel au Nouveau-Brunswick, à Bathurst. Il y a Dominique Tardif, je pense, il y a quelques temps, qui disait, en fait, je pense que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec Hélène, qui disait que ce qu'il aimait du podcast, c'était que c'était un peu tout croche des fois, que c'était pas aussi lisse qu'une émission de radio. Fait que là, on en a la preuve. Parce que normalement, ce que vous entendez, c'était déjà enregistré avant que je parte pour le Nouveau-Brunswick. J'ai pas envoyé le bon fichier à Larry ce matin. Les 2 œufs dans le même trou. Il me manquait un café. Et là, Larry m'a écrit tantôt pour me dire « Hey, pour terminer l'épisode, j'ai pas le bon fichier. » Alors, et là, j'ai pas d'Internet dans ma chambre. Et Larry m'a proposé d'enregistrer sur mon iPhone. Quelle bonne idée. Alors voilà. Vous savez qu'on finit toujours en chanson les épisodes depuis un mois ou 2, puis j'avais envie aussi, cet épisode-là, de le terminer en chanson. Une chanson que j'aurais pu proposer pour l'épisode de Fermont. C'est la chanson Shefferville de Michel Rivard, parue sur l'album Sauvage en 1983. Une chanson que j'avais découvert peut-être 3 ans après sa sortie. Moi, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune, puis souvent, on attendait la fin de l'année scolaire pour déménager, fait que j'arrivais l'été.
dans ma nouvelle ville. Je connaissais personne, alors je me dirigeais souvent vers la bibliothèque municipale pour aller chercher des livres et des cassettes, parce qu'à l'époque, les bibliothèques pouvaient louer des cassettes audio. Alors, j'ai découvert plein de choses. Je me rappelle, à Drummondville, entre autres, d'avoir découvert Queen, les albums studio, parce que je connaissais juste l'album live, April Wine, les premiers albums de Rush, à part Moving Pictures, et Michel Rivard, que j'aimais beaucoup dans Beau Dommage. J'avais emprunté cette cassette-là, l'album Sauvage, puis il y avait la chanson Shefferville, le dernier train, que je trouvais magnifique. Puis je trouve qu'elle fit bien aussi pour cet épisode-ci sur Béjoine Betts, même si Shefferville, c'est une ville minière, c'est la Côte-Nord, mais c'est pas la même réalité que Béjoine Betts, mais il y a quand même, dans l'évocation de ce que c'est de vivre dans une petite place éloignée, puis de découvrir un paradis, quelque chose qui fitait bien avec Béjoine Betts. Alors voilà, je vous laisse là-dessus parce que je veux pas faire trop de bruit, je veux pas réveiller les gens. Mais merci à Hugo Bergeron, merci à Martin Côté qui m'ont accueilli à Béjoine Betts. J'espère que vous allez aller faire un tour là-bas un jour, voir ce paradis. Et en attendant, on écoute Michel Rivard. Puis comme vous avez entendu au début de ce petit segment, je suis en Acadie parce que la semaine prochaine, ce sera un épisode enregistré lors du congrès de la Société acadienne du Nouveau-Brunswick. Bonne semaine tout le monde, faites attention à vous. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles. Il n'y a plus rien au Roxy depuis quelques mois. Il y a de la neige dans la porte du vieux cinéma. Dans la rue, un chien jappe et se prend pour un loup. La nuit tombe sur la ville qui m'a donné le jour. À la brasserie, ça chante plus fort que d'habitude pour la fête à Johnny qui s'en retourne dans le sud. Mais le sud de Shefferville, c'est pas la Jamaïque, c'est Québec ou Matane ou le Nouveau-Brunswick. En novembre passé, ils ont fermé la mine. J'ai vu pleurer mon père sur la table de la cuisine. C'était pas temps de perdre une job assurée que de voir s'évanouir le rêve de 30 années. Quand je suis venu au monde, ils étaient jeunes mariés, venus trouver l'amour et la prospérité dans une ville inventée par une grosse compagnie, en plein nord, en plein froid et en plein paradis. Aujourd'hui ça me fait mal de voir tout le monde partir. C'est ici que je suis né, c'est là que je veux mourir. Avec une caisse de 12, une aurore boréale et la femme de ma vie couchée sous les étoiles. C'est ma jeunesse à prendre les bois, à la chasse, à la pêche, à boire avec les gars. Un skidoo entre les jambes et l'orgueil dans le cœur. Je suis devenu un homme et j'ai connu la peur sur les traces de mon père. Je suis parti travailler et la mine de fer est devenue réalité, comme l'amour de ma femme et la chaleur de mon foyer et la peur de me faire prendre tout ce que j'ai gagné. Aujourd'hui ça me fait mal de voir tout le monde partir. C'est ici que je suis né, c'est là
la femme de ma vie, couchée sous les étoiles. Couchée sous les étoiles. Et au bout de la ligne, c'est l'histoire qui décide si le poids de nos rêves nous entraîne dans le vide. Je suis monté à pied sur la côte du radar. J'ai vu mourir ma ville sous le soleil du nord. C'est pas moi qui peut changer le cours de la vie. S'il y a personne qui reste, je vais partir moi aussi. Mais c'est moi qui veux fermer les lumières de la ville lorsque le dernier train partira pour cette île. Lorsque le dernier train partira pour cette île.